Le samedi 21 janvier 2023, l'atelier d'histoire critique recevait à l'Hospice Comtesse Camille Van Belle, autrice de la bande dessinée Les Oubliés de la Science, parue aux éditions Alizio en 2022. Camille Van Belle est scientifique de formation et journaliste. Elle travaille depuis 2018 pour le magazine Science et Vie Junior, où elle réalise chaque mois la chronique Coup de mémoire, qui met en lumière un épisode de la vie d'un scientifique oublié, parfois à cause de son caractère trop mégalo ou procrastinateur, mais surtout en raison du sexisme ou du racisme. Les Oubliés de la Science est une compilation de ses chroniques dessinées. Nous avons commencé l'entretien en lui demandant quel était son parcours académique. J'ai réussi péniblement à avoir un bac S en m'accrochant. J'ai failli pas passer en première S, mais j'ai insisté. Ensuite, j'ai fait une licence de bio ici. C'était super chouette parce qu'on voit autant l'anatomie des oursins que le fonctionnement des plantes ou le brassage des bières. C'était vraiment chouette. Et ensuite, j'ai fait un master d'immunologie à Strasbourg. C'était hardcore. J'ai réussi à avoir le master quand même. Et un jour, j'irai voir mes profs de lycée avec le master comme ça pour leur dire que j'y suis arrivée. Et pendant ces études-là, j'ai fait des stages en laboratoire, j'ai pu voir un peu des thésards, des post-docs. J'ai vu qu'ils n'étaient pas forcément des gens très épanouis parfois. Des fois ça allait, des fois moins. Que c'est un peu précaire et qu'il fallait être beaucoup plus passionné que je l'étais parce que ça voulait dire faire une thèse, c'est vraiment passer plusieurs années sur un seul sujet. Moi j'ai fait de l'immunologie, donc ça veut dire qu'il faut passer plusieurs années sur le récepteur machin de la cellule truc chez telle espèce de mouche qui a telle maladie. C'est un peu précis. Et je voulais faire quelque chose de plus varié. Donc j'ai un pote dans mon master qui m'a suggéré le journalisme scientifique. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il y a une formation à Lille, à l'ESJ Lille, c'est en 1 an. Ils prennent des scientifiques avec au moins un niveau master 1 et ils les forment au journalisme en 1 an parce que c'est plus facile de faire ça que dans l'autre sens. Donc j'ai fait ça, c'était super chouette. Vraiment meilleure année de ma vie. Et pendant l'examen, ils m'ont demandé où est-ce que j'aimerais travailler idéalement. Et j'ai répondu Science et Vie Junior, parce que je lisais ça depuis que je suis petite. J'ai eu Science et Vie Découverte, petite, puis j'ai eu Science et Vie Junior. Et moi qui avais un peu du mal avec les sciences, j'aimais ça, mais j'étais pas très forte. Science et Vie Junior, c'était vraiment parfait. Il y a beaucoup de dessins, c'est expliqué avec un ton marrant, mais ça reste vraiment très pointilleux, c'est très exact, c'est détaillé quand même, c'est pas simplifié. Et j'ai été mise en stage chez eux, ça s'est très bien passé. J'ai fait de l'écriture surtout, de la rédaction d'articles. Et pendant tout ce temps-là, je dessinais, mais pour moi, à côté, dans mes marges de cours, de master, tout le monde s'en foutait, quoi. Ça m'a pas été utile pendant longtemps. Et un jour, alors que je faisais un CDD chez Science et Vie Junior, ils m'ont pris après comme pigiste parce qu'ils aimaient bien. Il y a une place qui s'est libérée. Une place qui s'est libérée d'une page de BD. Et ils m'ont vu passer dans un couloir. Ils ont fait, toi, là, il paraît que tu dessines. Est-ce que tu saurais faire une planche par mois ? On voudrait faire quelque chose sur les scientifiques oubliés. Un mois un homme, un mois une femme. Et est-ce que tu saurais faire une page de BD ? Et j'avais jamais fait, j'avais juste fait des dessins vraiment obiques, hein. Même une mise en couleur, je l'avais jamais fait. Je fais oui, parfaitement, il n'y a pas de problème, je sais faire ça. Et j'ai bossé pendant plusieurs mois pour faire un prototype, parce que je me suis dit, au pire, c'est du dessin, c'est pas de la chirurgie de la main, donc si je me rate, il se passe rien. Enfin, ils prennent quelqu'un d'autre. Parce qu'ils avaient senti déjà dans le journalisme que j'étais un peu féministe et ça les intéressait, je pense, parce qu'ils avaient eu un peu des reproches parfois de parents de petites filles qui trouvaient qu'il y avait quand même pas beaucoup de représentation de femmes et de petites filles dans le magazine. Donc ils voulaient arranger ça. C'est aussi pour ça qu'ils ont prévu cette page-là. Et donc ça a marché. Finalement, ça a continué. Ça fait maintenant 5 ans à peu près que je fais ça, une planche par mois pour eux. Et là, la bande dessinée, c'est 4 ans de planche. Avec des rajouts, donc j'ai ajouté des portraits un peu sympas. Et il y a des fiches à la fin, avec si on veut aller plus loin, avec des anecdotes que je n'ai pas pu mettre dans la BD. Et puis des émissions à aller écouter, s'il y a des documentaires. Si, par exemple, des fois, il y a des interviews des personnes alors qu'elles étaient encore vivantes, on peut y accéder, il y a les adresses, tout ça. Voilà, pour le parcours. Et donc donc c'est plutôt une commande de Science et Vie. Ouais, c'est Science et Vie Junior. Science et Vie Junior. Et toi, quand t'as décidé quand t'as montré tes premières planches, c'est toi qui as créé en fait le procédé, enfin la présentation. Tout, les nombres de cases. Moi, je savais même pas combien de cases on met par ligne. Non. J'ai fait, c'était à l'essai total. Puis les recherches, c'est pareil. Du coup, j'ai appris à faire des recherches journalistiques, scientifiques, ça je savais faire. Lire les papiers de sciences, ça allait. Lire en anglais, ça allait. Les recherches biographiques, moins, donc je me suis débrouillée. Et donc non, c'est moi qui ai vraiment présenté, et c'est moi qui trouve les oubliés, c'est pas eux qui me les fournissent.
Donc il faut que je trouve les personnes oubliées. Eux, ce qu'ils font, c'est que je leur envoie... en fait, quand je fais des recherches, ça ressemble après à... Pas ça. Je leur envoie en gros quelque chose qui ressemble à ça. Je leur envoie un brouillon comme ça, avec le texte qui est tapé, et en fait, ils font les corrections. Les secrétaires de rédaction vont reformuler pour que ce soit un peu plus compréhensible. En sciences, ils sont très très forts, donc s'ils voient quelque chose qui leur a l'air de pas coller, ils vont le dire. Normalement, ça va. Souvent, ils modifient pas les gags, ils modifient pas... ils font pas de critique, quoi. C'est vraiment sur le texte. Et ensuite, je fais la mise en couleur. Et quand c'est publié dans Sciences et Vie Junior, ça ressemble à ça. Dans l'album, c'est divisé en deux, en fait. Dans l'album, ils ont remonté pour que ça aille sur 2 pages, au lieu que ce soit une page. Comme ça, c'est plus aéré. Ça donne quelque chose qui est un peu plus... je sais pas si là, j'en ai, mais... Voilà, ça va donner quelque chose comme ça dans l'album. Il a divisé en 2, quoi. Et donc, ils interviennent assez peu. Ils interviennent vraiment pas beaucoup. Ils me laissent beaucoup de liberté, c'est chouette. J'ai juste pas droit aux gros mots, mais sinon, ça va. Et donc, par contre, jamais ils te demandent il y a un scientifique qui pense qu'il est oublié, il donne pas des sources historiques, des méthodes et tout. Alors là, non. Non. Et toi, tu fais comment alors ? Ah, je me débrouille. Je me débrouille. Donc, ça dépend. Ça dépend si c'est déjà si c'est mon domaine. Je suis biologiste, donc si c'est de la physique, tout ça. Bon, je commence forcément par chercher des articles de presse s'il y en a, mais il n'y a pas grand-chose. Des émissions de radio, pas mal. France Culture, ils ont pas mal de choses. Je commence par ça, et ensuite, je vais vers le plus précis. Donc, comme je ne suis pas historienne, je ne connais pas... J'ai pas le système, je ne sais pas sur quel moteur de recherche vous allez, tout ça. Moi, j'utilise les moteurs. Je vais sur PubMed, je vais sur les moteurs de recherche d'articles de sciences, et je fais comme ça. Parce qu'il y a plein de médecins à la retraite qui sont amusés à refaire des grands articles sur des personnes un peu méconnues. Quand on parle d'une technique, souvent à un moment, si on a trouvé un obscur précurseur, quelqu'un qui a inventé ça avant, on le met. Donc j'utilise plutôt Nature et Science, par exemple, pour trouver des biographies. Il y a des conférences de Harvard, par exemple, sur les personnes. Donc si je peux, j'utilise ça. Des lettres. Il y a certaines personnes, Alfred Wallace qui a découvert la sélection naturelle en même temps que Darwin. On a sa correspondance qui est sur Internet en accès libre. Comme je n'ai pas accès aux bibliothèques universitaires, je me débrouille autrement. Et il y a quelque chose qui est super. Il y a l'American Institute of Physics qui a fait, à partir des années 60, des interviews de plein de gens qui travaillent dans la physique. Ça va de la secrétaire au chef de labo. Et ils ont interrogé tout le monde, vraiment sur des dizaines d'années. Et on a les transcripts qui sont disponibles tous sur Internet, sur l'AIP. Alors c'est très moche, c'est dur d'y accéder parce que c'est pas très, c'est un peu compliqué à utiliser, mais on a tout et ça permet d'avoir plein de détails personnels et des gens vraiment oubliés. Là, ça va pas être dans l'album, c'est dans les gens que j'ai fait après. Mais j'avais une océanographe. J'ai trouvé des interviews à elle quelque part où elle dit, on se disputait un peu avec mon chef de labo, avec l'American Institute of Physics, j'ai trouvé la secrétaire et les assistants des interviews d'eux. Enfin, du coup, avec le transcript, il y a même leur rire, tout ça, il y a tous les détails. Et ils disent, ils se jetaient des objets au visage. Donc, moi, ça me permet, pour les représentations, c'est plus rigolo. Et ils sont plusieurs à le dire. Elle dit, on se disputait un peu. Et ils disent vraiment, ils se lançaient des livres, ils se lançaient des stylos à la figure. Quand ils n'étaient pas d'accord, mais ils s'aimaient beaucoup, mais bon. Et elle utilise plutôt des euphémismes. Donc, ça permet d'avoir des petits détails rigolos, surtout quand on dessine, où il y a des détails dont on a besoin. On ne peut pas juste se contenter de dire, ils se disputaient, il faut pouvoir représenter, ou pour d'autres choses. J'ai été embêtée quand je parle de programmation dans les années 50, quand on veut représenter quelqu'un en train de programmer. Si tu écris un bouquin, tu dis elle programme. Si jamais tu dois le représenter, à quoi ça ressemblait ? Genre, ils branchaient des trucs, ils appuyaient sur des boutons, et bien sûr, il n'y a personne qui a écrit un truc là-dessus, parce qu'à l'époque, dans les interviews, elle dit on a programmé, elle s'embête pas à raconter à quoi ça ressemblait, et dans les livres, ils ne le précisent pas. Donc ça, je me suis débrouillée en représentant d'autres choses, lorsque j'avais pas les données, quoi. J'aimerais bien pouvoir interroger des historiens ou des scientifiques d'autres spécialités, mais j'ai pas le temps. J'ai 1 mois pour faire une personne, mais 1 mois, en fait, moi, j'ai un emploi pendant la journée. Donc, en fait, j'ai les 4 week-ends. Et c'est tout. J'ai 4 week-ends pour trouver la personne, comprendre sa science. J'ai envie d'expliquer sa découverte quand même. Si je parle de la découverte de la matière noire, normalement, vous en sortez en sachant ce que c'est que la matière noire. Donc, il faut que je comprenne ça. Il faut que je trouve les sources. Il faut que je les vérifie, parce que des fois, il y a des fake news. J'en ai une, elle se serait fait frapper par la foudre quand elle est bébé. Bon, j'y crois comme ci, comme ça. Elle se serait fait frapper par la foudre, elle aurait survécu, puis toutes ses nourrices autour, elle serait morte. Bon, j'ai pas trouvé que les sources qui parlent de ça étaient super fiables.
Ça a été repris dans tous les articles de presse, mais on voit vite quand ils se copie-collent. Ça, c'est bien d'être journaliste aussi pour ça. On voit les petits trucs de quand ton patron il t'a dit mais tu t'en fous, tu remets ça, les gens ils vérifieront pas. Et voilà, donc c'est un petit peu du bidouillage, mais normalement je mets rien. Si il y a une info dont j'ai vraiment un doute, je la mets pas. De toute façon j'ai qu'une page, donc je suis pas embêtée. De toute façon elle sera remplie. Donc si vraiment j'ai des gros doutes, je mets pas l'information. Et normalement mes sources sont fiables. C'est pas forcément celles qu'auraient utilisées les historiens. Mais et quand je peux, bien sûr, j'utilise les papiers de la personne. Là, je dois en avoir normalement. Là, c'est un article qui est publié par la personne qui a découvert l'effet de serre, dont je vous montrais les planches juste avant en violet. Bon, on a son papier à elle, donc forcément, je vais essayer de le lire pour essayer de comprendre. Donc, quand je peux, j'utilise vraiment des sources primaires, quoi. Voilà. Justement, ça me fait penser à... Alors donc moi j'ai lu ta BD quand même, mais encore heureux. C'est le souci d'exhaustivité. Oui. Alors parmi les 48 personnes de ton ouvrage, il y a c'est quoi selon toi les principales catégories d'oubliés? Moi j'ai repéré plus, donc il y a les femmes, les racisés. C'est une catégorie, hein. C'est les femmes. Les femmes. Catégorie d'oubliés. Les personnes racisées qui peuvent être aussi femmes. Il y a aussi celles et ceux qui manquaient de méthode et de rigueur scientifique. Il y a aussi les conflits d'ego et la cupidité des chercheurs entre eux. Et il y a aussi le poids de la théorie en vogue lors de la publication de leurs travaux. Ouais. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu peux un peu développer Alors moi je divise en causes intérieures et extérieures, plutôt. Donc il y a ceux où c'est une cause intérieure, c'est plutôt leur personnalité. Donc il y a ceux qui sont trop mégalos ou qui procrastinent, j'en ai un comme ça. Il a écrit toutes ses recherches sur des cartes à jouer. Et en fait, parce qu'il utilisait ça comme des fiches, c'était un Suisse. Ouais, c'est le 18e ou le 17e, je crois que c'est le 18e. Et en fait, il a passé tellement de temps à essayer de les classer. Alors, il disait par date, par couleur, comme quand on classe ses fiches. Qu'en fait, il n'a jamais écrit son grand bouquin. Et en plus, comme il était mégalo, il a commencé à écrire sa biographie sur les cartes à jouer. Donc ça a pris un temps fou. Résultat, il n'a jamais sorti sa grande théorie, qui était foireuse, à part ça, mais pas idiote. C'était un truc sur la gravité. C'était pas bête du tout, mais c'était complètement faux. Donc il y a ça. Il y a donc la personne dont on parlait, Alfred Wallace, je vais quand même le montrer. Donc il y a quelqu'un qui a découvert la théorie de la sélection naturelle en même temps que Darwin. Et je vais vous le montrer, si je le trouve. Où est-ce qu'il est? Attendez, voilà, c'est ça. Alors, Alfred Wallace. Et en fait, cette personne-là, c'était un problème de personnalité. Elle l'a découvert en même temps que Darwin. Et elle l'a dit à Darwin parce qu'ils étaient en communication. Et Darwin a dit, très bien, on présente ça ensemble, il n'y a pas de problème. Et le gars était vraiment hyper fan de Darwin et a refusé. Il lui a dit, non, je vais faire ça mieux que toi, moins bien que toi, t'es plus intelligent, t'es tellement plus fort que moi, je vais me mettre en retrait. Et en fait, a refusé de le présenter. Je vais le trouver. Je m'étais noté les pages et puis je les ai perdues. Il est là. Alors c'est ce monsieur-là, que j'ai fait avec un portrait de Darwin qu'il tient amoureusement. Et donc quand il a écrit à Darwin, Darwin était en train d'écrire son bouquin, mais sans trop se presser. Et donc quand il a reçu la lettre de Wallace qui dit oui, j'ai une idée, ça s'appelle la sélection naturelle, il s'est dit merde, et il s'est mis à finir son bouquin à toute vitesse, et donc lui a proposé de présenter ensemble. Donc l'autre a refusé. Et très bien, il a fait des compliments très gênants à Darwin, qui lui disait mais tu es vraiment trop modeste. Et ensuite ils se sont renvoyés la balle. Donc Darwin a présenté tout seul. Ça aurait pu s'appeler la théorie Wallace-Darwin, mais ça s'est appelé la théorie de Darwin. Et plus tard, Darwin lui a obtenu une bourse pour quelque chose, pour lui renvoyer l'ascenseur, parce qu'ils s'entendaient bien. Et c'est un des exemples comme ça de scientifiques qui se sont bien entendus. Et donc là, c'était un problème de personnalité aussi. Le gars n'avait pas confiance en lui. Bon, ça arrive. J'en ai un avec une phobie administrative. Si tu remplis pas ton brevet, il n'y a pas de brevet. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Et donc, il y a ceux qui manquent de méthode. Notamment, il y en a un qui a failli inventer ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est pour soigner les cancers. C'est un truc le principe, c'est on booste ton système immunitaire et c'est lui qui fait le boulot. Donc, on n'est pas en train d'agir directement sur la tumeur, juste on te booste et c'est ton système immunitaire à toi qui va se débarrasser de la tumeur. Et donc, il y a un mec qui avait eu un peu l'intuition de ça, qui s'est rendu compte que les gens qui avaient un cancer, quand ils chopaient un truc qui s'appelle l'érésipèle, ils avaient un peu tendance à guérir. Bon.
Donc il s'est mis à injecter des bactéries des résipelles à des gens, mais genre, malades, mais au pif complet, donc pas les mêmes dosages. Il y en avait qui avaient eu droit à de la chirurgie, d'autres non, donc il a fait ses trucs, et puis des fois ça guérit, puis des fois il meurt. Bon, de la bactérie de l'érésipèle. Et comme il manquait de méthode, comme il n'a pas fait, on essaye tous les mêmes dosages. Ensuite, on essaye ce dosage-là sur des gens qui ont eu méthode scientifique, quoi. Il n'a pas fait ça, donc on n'a pas pu tirer de conclusion. Sa fille a récupéré tous ses papiers, elle n'a jamais pu tirer une conclusion. Parce qu'on ne sait pas si, est-ce que ça a marché cette fois-là, c'est parce qu'il a été opéré aussi, ou est-ce que c'est le dosage qui a changé, ou c'était pas la même souche de bactéries. Donc lui, celui-là, c'est bête, mais non. On n'a pas pu en tirer des conclusions, donc c'est pas passé loin. Donc ça, c'est les facteurs intérieurs. Ça, c'est les facteurs intérieurs. Et ensuite, il y a les facteurs extérieurs, qui vont du vraiment zarbi, genre tomber dans une secte et à brûler ses propres papiers parce que la dame de la secte lui a dit que c'était Satan. C'était une secte lilloise, d'ailleurs. Et du coup, alors, j'ai leurs échanges, mais c'est en néerlandais, c'est pas pratique. Et c'est du 16e siècle hein, Ouais, c'est vieux, c'est du 16e, je crois. Et j'ai les lettres, alors j'ai quelques lettres en français où elle se plaint, elle dit ouais, j'arrive pas, il y a des mecs qui veulent pas me suivre pour aller évangéliser tout le monde, comme quoi ils auraient une femme et des enfants. Bon, il y en a d'autres qui sont médecins, ils veulent pas me suivre, comme quoi ils auraient des patients à traiter. Si c'était si important que ça de traiter les gens, ils se feraient pas payer pour. Bon, elle avait pas l'air très sympa. Donc ce gars-là a brûlé ses propres papiers. Il y en a un qui s'est fait enlever dans un train. Bon, c'est original, c'est externe, il n'a pas fait exprès. Hein. On sait toujours pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il s'est fait enlever. Il a disparu. Son fils, alors il avait inventé la caméra, son fils a accusé Edison. Et son fils est mort dans un accident de chasse peu après. Bon, ça c'est un peu original, mais sinon les grandes catégories quand c'est des causes externes, c'est manque d'argent, parce qu'un brevet, faut le payer. Ne parle pas bien la langue parce qu'il est un immigrant. J'avais Meucci qui a inventé le téléphone en premier, un Italien. Il parlait pas bien anglais. Il n'a pas réussi à faire sa pub. Il y a les cas de différence hiérarchique. C'est hiérarchie au sens large. Donc si on se retrouve avec quelqu'un dans un labo qui est hiérarchiquement au-dessus, donc ça veut dire une femme, un homme. Ça devient hiérarchique automatiquement. Un étudiant et puis son maître de thèse, tout ça. Là, on a du vol caractérisé de découverte. Avec parfois le débat de bah oui, mais bon, c'est quand même lui qui a donné l'ordre à l'étudiant. Est-ce qu'on considère que. Et là, on voit qu'il y a des articles qui disent oui, c'est l'étudiant qui l'a trouvé, il a fait tout le boulot, écrit par des gens qui n'ont jamais été chefs de labo, et des chefs de labo qui disent non, le chef de labo, quand même, c'est lui qui a eu l'idée, c'est par hasard que cet étudiant l'a trouvé. Donc il faut faire gaffe à ses sources aussi de ce côté-là. Et donc quand c'est des femmes, bah oui, bien sûr, quand c'est des femmes, hiérarchiquement, elles ont tendance à se faire piquer leur truc, parce que tout homme dans le labo est hiérarchiquement au-dessus. Elles ont moins de pouvoir, elles ont moins de moyens, elles ne sont pas payées en général, donc elles ne peuvent pas trop la ramener non plus. Elles sont déjà bien contentes d'avoir le droit de faire de la recherche en étant des femmes. Jusque assez tard, jusque dans les années 60 quand même, il y a des problèmes comme ça. Donc tout ça, c'est des causes externes. Il y a le racisme, bien sûr. J'en oublie pas, j'espère. Et plus largement... attendez. Je vérifie que j'en oublie pas. Non, c'est ça. Ah oui, et en cause externe, effectivement, tu parlais des théories. Donc il y a les cas où le monde n'était pas prêt. Il y en a un qui a découvert le bacille du choléra à une période où on considérait qu'il n'y avait pas de microbes, mais que c'était des miasmes, genre des espèces de vapeurs qui rendaient les gens malades. Donc lui, il a sorti ça, personne ne l'a cru, et 30 ans plus tard, il y a Corr qui a sorti ça, et on l'a cru parce qu'en fait, maintenant, le monde était prêt. Et à l'inverse, il y a quelqu'un qui s'appelle Nettie Stevens qui a découvert comment le sexe se décidait avant la naissance. Et ça, c'était un grand mystère depuis très très longtemps. Il y avait des tonnes et des tonnes de théories. Et en fait, quand elle a sorti son truc, il y avait tellement de théories que c'était qu'une théorie parmi d'autres. Donc ça n'est pas ressorti à ce moment-là. Parce qu'il y avait beaucoup de théories. On se disait, est-ce que peut-être ça se décide en fait pendant la gestation selon ce que la mère mange. On pensait qu'en fait, l'embryon, il se développait, il était neutre. Et puis, en fonction de ce qu'on mangeait, ça allait devenir une fille ou un garçon, avec bien sûr des régimes sains pour donner des garçons. Et puis, si on mangeait mal, ça donnait des filles. Et donc, il y avait des régimes pour choper des garçons, tout ça. Et c'était pas idiot, parce qu'en fait, ils s'étaient rendus compte que les fœtus, ils ont des organes génitaux qui sont neutres, en fait. C'est mi des vulves, mi des pénis, et ça se différencie plus tard. Donc, ils se sont dit, bah, visiblement, ça se décide plus tard. Ils ne connaissaient pas les chromosomes encore. Enfin, ils ne connaissaient pas ce chromosome-là. Et puis, ils se rendaient bien compte qu'il y a certains animaux qui changent de sexe pendant leur vie. Genre les poissons clowns, bon, bah, ça commence mâle, et puis si ça réussit à monter en grade, ça finit femelle. Donc, ils se sont dit, bah, ça peut se décider après, c'était pas idiot. Et il y en a d'autres qui se disaient, non, ça doit se décider avant. On peut qu'il y ait des ovules mâles et des ovules femelles, parce que ça dépend toujours des femmes, c'est important. Parce que comme ça, on peut en changer. Si on n'arrive pas à avoir des garçons, on change de femme. Parce qu'elle doit avoir des ovules qui sont pas bons.
Donc on se disait que les ovules décidaient du sexe de l'enfant et qu'en fait le spermatozoïde arrivait, mais que c'était l'ovule qui était mâle ou femelle. Bon. Elle s'est rendue compte de pourquoi. Donc il y a ça. Et quand on parle de sexisme et racisme, il y a aussi, donc il n'y a pas que des histoires de vol. Plus généralement, moi je considère qu'il y a une cause externe qui est que quand on est une femme par exemple, on ne peut pas avoir un poste aussi élevé dans ces périodes-là, tout simplement parce que ou on n'a pas juste pas le droit d'étudier. Si on a le droit d'étudier, on avance un peu dans l'histoire, c'est pas avec les hommes, on a une version moins sympa, on a une école un peu au rabais. Si on a le droit d'aller avec les hommes, on n'a pas le droit de devenir chercheur, on peut juste faire prof des écoles. Si on a le droit d'être chercheur, on n'a pas le droit d'être payé. Si on a le droit d'être payé, on n'est pas très bien payé, etc. Et plus on avance dans l'histoire, ça reste toujours un peu inférieur. Donc là, on peut considérer que de toute façon, être une femme, sans qu'il y ait forcément vol de découverte, mais il y a un énorme handicap, quoi. Qui est que pour faire de la science, c'est Vera Rubin, qui est une astrophysicienne, qui disait ça, pour faire de la science, il faut une autorisation. C'est pas comme écrire un roman, on ne peut pas faire ça chez soi. Il faut être au courant des derniers trucs qui sont sortis, parce que sinon, on réinvente un truc que quelqu'un a déjà inventé. Il faut pouvoir discuter avec d'autres scientifiques pour les mêmes raisons. Il faut avoir du matériel, il faut avoir une équipe, ça se fait plus trop tout seul au bout d'un moment. Et ça, elles n'y ont souvent pas accès. Vera Rubin, mon astrophysicienne, par exemple, elle n'avait pas le droit elle n'a pas eu le droit de rentrer dans un labo de physique un moment parce qu'il lui disait, mais vous comprenez, si on fait rentrer les femmes, on va être obligé de faire rentrer les épouses des physiciens et elles vont venir leur parler de shopping. Donc elle n'avait pas le droit. C'était cette dame-là qui était super. Et il y en a une autre appelée Jocelyn Bell, elle a voulu faire une thèse, je ne sais plus sur quoi, un truc d'astrophysique, et elle n'a pas eu le droit parce qu'il fallait monter sur des échelles. C'est les années 60-70, c'est assez tard quand même. Et l'histoire du labo dans laquelle on ne la laisse pas rentrer, c'est 60 aussi. Donc c'est assez tard. Donc même quand on a l'autorisation, il y a des lieux, visiblement, on ne peut pas rentrer. J'en ai une, c'est les années 20 à peu près, Lise Meitner qui a découvert la fission nucléaire. Elle n'avait pas le droit de passer par la porte principale. Elle devait passer par une petite porte et elle devait étudier en sous-sol parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la porte des hommes. Voilà. C'est des choses qui durent assez tard. La personne qui a fait la préface du bouquin, qui est une physicienne, elle m'a raconté des choses qui lui sont arrivées. Moi, je l'ai vu arriver à des physiciennes des années 20, des années 50, des années 60. Notamment, rentrer dans un amphi et tous les mecs se mettent à hurler et à siffler pour tous les cours, tous les jours. Cette dame-là, elle l'avait eu aussi, parce qu'elles n'étaient pas nombreuses. Donc ça, c'est des sacrées causes externes, mais c'est plus diffus que juste un vol de théorie ou pas être cru au moment où on le dit. C'est plus que de toute façon, elles y ont moins accès, quoi. C'est comme Charles Turner aussi. Oui, voilà. Charles Turner, c'est un entomologue, je sais jamais trop. En anglais, je sais, mais entomologiste. C'est ce monsieur-là, et c'est un de mes préférés. C'est un Afro-Américain des années 10. Et alors lui, il a étudié l'intelligence des insectes à un moment où personne s'y intéressait trop. Et comme il était noir, il n'a pas eu le droit d'aller dans les mêmes universités. Il n'a pas pu être autre chose que prof en lycée, noir aussi. Donc il a fait ses recherches à côté comme il pouvait. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup ses recherches dans la nature. Il n'avait pas toujours accès à un labo. Et c'est intéressant, du coup, d'étudier il a dû directement étudier le comportement des insectes dans la nature. Et il est très chouette parce que dans ses papiers de recherche, ils ne sont pas écrits d'une façon aussi ennuyeuse que maintenant. C'est beaucoup plus, pas oral, mais c'est moins jargonneux. Et il raconte un peu ses fails. Genre, il raconte un jour, il y avait un labo, il avait des fourmis dans un terrarium, puis c'est fermé, puis il y avait un truc d'eau autour. Et un matin, il arrive, elles sont toutes barrées. Et il ne sait pas comment. Genre vraiment, c'était fermé, totalement fermé. Il revient, il reste 2 œufs, il n'aura jamais su comment elles se sont évadées. Il raconte ça dans son papier de recherche, ce qui est assez rare. Où il essayait de convaincre des abeilles de rentrer dans des cônes comme ça, en carton, qu'il voulait faire passer pour des fleurs. Il voulait savoir si elles pouvaient voir les couleurs. Donc il a mis des cônes rouges, des cônes verts. Il les a remplis avec du miel. Et puis il raconte, il remplit, il se cache dans un buisson, il voit si elles arrivent. Elles viennent pas. Il remplit à ras-bord, tout ça, il va se cacher. Elles viennent toujours pas. Il les attrape, il leur met le nez dedans comme ça. Et il raconte toutes les étapes et puis à quel point il est frustré par le fait que ça fonctionne pas. Et la tragédie de ce gars, c'est que il commence à être un peu connu pour le seul truc qu'il n'a pas fait. C'est très dommage. Il y a des gens qui commencent à en parler en disant c'est celui qui a découvert la vision en couleur chez les abeilles. Et c'est complètement faux. En fait, il a essayé. Il a testé la vision en couleur chez les abeilles avec du rouge et du vert. Il n'a pas bien fait ses contrôles. Et maintenant, on sait que les abeilles voient toutes les couleurs sauf le rouge. Donc, et en fait, il aurait dû faire un système de contrôle avec des cônes gris. Alors, c'est expliqué bien dans la BD. Mais non, il s'est complètement loupé et il y a des journaux qui ont fait des erreurs. Et des fois, il est présenté comme ça, mais c'est une erreur. En fait, il n'a pas fait son contrôle correctement. Quelqu'un plus tard l'a fait. Par contre, il a fait des super découvertes sur les fourmis.
Et sur les papillons, il s'est rendu compte que les fourmis, elles n'ont pas le sens de l'orientation. Et que l'instinct, on pense souvent que les insectes sont beaucoup mus par l'instinct, mais pas tant que ça, il y a de l'intelligence. Et elles ont des avis, elles ont des personnalités, même des fourmis clones qui sont pareilles. Il s'est amusé à en mettre comme ça sur des plateformes, et elles devaient ramener l'œuf à la fourmilière. Et il y en avait qui passaient par la petite plateforme, et puis qui descendaient là sur le petit escalier, et il y en a, jamais de la vie, elles passaient par l'escalier. Elles sautaient, et elles refusaient absolument de passer par là. Et c'est des clones, et elles n'avaient pas la même solution au problème. Elles ne faisaient pas la même chose, et elles avaient des personnalités. Et il y en avait qui se paumaient complètement, et il y en avait qui arrivaient très bien à rentrer, et globalement, elles y arrivaient toujours très bien. Et d'autres qui n'y arrivaient pas, et puis elles se laissaient tomber au sol comme ça, parce qu'elles étaient découragées, et après elles attendaient qu'une autre fourmi vienne les récupérer. Donc il a vu qu'il y a des trucs de personnalité quand même. Et ça, c'est super intéressant, et c'est important. Et juste pour dire, je m'en suis un peu servi aussi pour expliquer la méthode scientifique vite fait. Avec un truc simple, il a fait des expériences simples sur les papillons. Est-ce que les papillons entendent ? Et j'ai essayé d'expliquer un peu les biais avec ça, genre comment vous faites pour vérifier si un papillon entend ? Alors il a sifflé dans un sifflet, et puis le papillon il s'envolait. Et donc est-ce que ça veut dire que le papillon a entendu ? En fait non, peut-être qu'il a eu peur de la vue du sifflet, peut-être qu'il a senti le souffle de vent, tout ça, donc en fait il faut se cacher, parce qu'il faut éliminer ces biais-là, peut-être c'est la vision du sifflet, tout ça, puis il s'est rendu compte qu'ils entendaient. Et après il a voulu savoir s'ils entendaient les sons graves, donc il a testé avec un truc d'orgue, là, les pipes des orgues. Il a fait un son grave et le papillon s'est pas envolé. Et est-ce que ça veut dire qu'il n'entend pas ? En fait pas, peut-être ils sont fous complètement. Et donc il a testé, ce qu'il a fait pour tester ça, c'est qu'il a soufflé dans son truc et en même temps il touchait le papillon avec un pinceau. Il a fait ça plusieurs fois et après, quand le papillon se reposait, donc toujours dans la nature, il ressoufflait dedans sans toucher et le papillon s'envolait cette fois-ci. Et en fait c'est juste que les sons aigus, ça correspond aux oiseaux. Donc il comprenait, non seulement il entendait, mais il en avait quelque chose à faire, parce que ça indiquait un... Et donc ça montre un peu comment est-ce qu'on fait pour éliminer les biais et que non, un papillon qui s'envole avec un son, ça ne veut pas dire. Il faut d'abord imaginer tout ce qui pourrait être les autres causes et les éliminer. Donc c'est pas mal comme expérience simple. J'aime beaucoup ce gars-là, pardon. Il est chouette. De quoi on parlait ? Des catégories. Des catégories, oui. Donc lui, oui. C'est ça, c'est noir. Fatalement. Le racisme, quoi. Ouais. Justement, en parlant de racisme, il y a aussi une personne qui est victime de racisme et c'est aussi de sexisme. Et c'est la seule personne non scientifique de ton ouvrage, oui, qui s'appelle Henriette Alex. Alors pourquoi tu l'as intégré dans cette catégorie des oubliés de la science ? Alors c'est parce qu'au début on était parti sur une définition assez large d'oubliés et on s'était dit peut-être on va faire un peu les patients oubliés aussi. Et elle, dans son cas, c'est vraiment une des patientes les plus importantes de l'histoire. En fait, c'est une Afro-américaine qui avait un cancer de l'utérus, qui est allée à l'hôpital pour les Noirs, parce que c'était comme ça, dans les années 50. Et elle avait vraiment un cancer fulgurant. Ils ont fait des prélèvements. Elle est morte. Ils ont commencé à cultiver et en fait, c'est devenu les premières lignées de cellules cultivables en labo. Parce qu'avant, on essayait de faire pousser des cellules humaines. Et en fait, au bout de 50 divisions, elles meurent. Elles sont conçues comme ça, donc on n'y arrivait pas. Les cancéreuses, le principe, c'est qu'elles se multiplient trop. Donc on a essayé. On n'y arrivait encore quand même pas. Et elle avait un genre de super méga cancer. Et elle, par contre, ces cellules ne mouraient pas. Donc on a su les cultiver. Et moi, j'ai travaillé sur ces cellules-là quand j'étais en master, sans me poser la question. Ça s'appelle des cellules HeLa, pour Henriette Alex en fait, mais je ne savais pas. Et donc j'ai bossé sur des HeLa, j'ai fait mes expériences, je ne me suis pas posé de questions. Et j'ai appris plus tard l'existence de cette femme. Donc c'est très très important parce que tous les biologistes, on a tous bossé dessus. Les vaccins, les médicaments, tout est testé là-dessus. Ça a vraiment permis beaucoup de découvertes. Et sa famille n'a pas été prévenue. Donc ça a donné, là en ce moment, il y a un procès, en ce moment, des descendants qui l'ont appris, qui n'étaient pas du tout au courant. Elle était vraiment d'une famille très pauvre, très très pauvre. Donc ils l'ont appris, c'est une journaliste qui a étudié là-dessus, qui a fait un super bouquin qui s'appelle The Immortal Life of Henriette Alex. Et ils ont été prévenus un peu tard. Et ils se sont rendus compte qu'il y a des labos qui s'étaient fait beaucoup de fric parce qu'ils les vendent, les cellules. Et la question, c'est est-ce que ton corps humain t'appartient ou pas ? Est-ce que ces cellules qui sont vendues, on considère qu'elles lui appartiennent encore ? Alors dans la loi française, non, ça ne t'appartient pas. Si jamais tu te prélèves du sang et que tu passes une frontière avec ton flacon de sang, si je comprends bien, tu peux être arrêté pour trafic de fluides humains, alors que c'est les tiens, mais si c'est dans toi, c'est à toi, si c'est hors de toi, c'est plus à toi. Pareil pour les spermatozoïdes, si on passe avec ces spermatozoïdes dans un tube, normalement on n'a pas le droit. C'est à toi que si c'est dedans. C'est un petit peu différent dans la loi américaine, donc peut-être qu'ils vont gagner, je ne sais pas trop ce que ça va donner pour le procès, mais ils ont enfin fait un procès en disant « mais vous vous êtes fait des millions, nous notre famille n'a jamais rien touché », alors que c'est sur le corps vraiment de notre ancêtre qui est mort dans notre souffrance avec pas beaucoup de soins quand même. Et puis ça a permis aussi de soulever un peu les problèmes du racisme, notamment dans le traitement des cancers,
Je crois que c'est une étude assez récente aux États-Unis où ils se sont rendus compte que pour une blanche, une noire qui ont la même assurance santé, le même cancer au même stade, la personne noire a 2 fois moins de chances d'avoir accès à la chirurgie. On va pas lui... Alors, elle a les mêmes sous, hein, elle a la même assurance, c'est pas une question de fric. Ça va vraiment être une question de perception, visiblement, un truc un peu inconscient ou conscient. Mais les médecins vont pas mettre autant d'efforts à traiter, visiblement, quelqu'un de noir que quelqu'un de blanc. Et c'est toujours valable maintenant. Donc ça pose ces questions-là. L'autre question que ça te pose, c'est ces cellules sur lesquelles on bosse maintenant, est-ce qu'elles sont encore humaines? Parce qu'en fait, elles continuent à muter, c'est vraiment des turbo-mutants. Et est-ce qu'elles continuent à muter encore? On utilise ça depuis les années 50. Il y a des gens qui considèrent qu'on ne devrait pas tester des vaccins dessus parce que c'est plus vraiment humain. Donc, c'est un petit peu le débat. Mais c'est un cas super intéressant, et sachant que des gens qui font de la biologie vont bosser dessus. Donc je trouve ça intéressant de parler de ça. Ça, par contre, dans les cours de biologie, personne ne le sait. Non, nous, alors il y a sûrement des profs qui doivent le dire, mais moi, je sais que non, je ne l'ai pas appris. J'ai parlé à d'autres collègues. Non. Ils ont su l'histoire plus tard. Là, comme il y a eu la question du procès, il y en a qui en ont entendu parler à ce moment-là. Et justement, il y a d'autres personnes oubliées, que ce soit du 16e, 17e, 18e, 19e jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont fait des procès à des gens qui avaient volé leurs données? Alors, procès, il y a eu... qui c'était pour le téléphone. Il y a eu un procès... mais à ce moment-là, directement, la personne... faut que je le retrouve. Parce que j'en ai 2 qui ont trouvé le téléphone avant le téléphone officiel. Et je sais qu'il y a eu un procès sur le moment. Mais c'est un des seuls cas que j'ai. J'ai eu le téléphone où il y a eu un procès. Et sinon, bizarrement, l'un des rares cas de procès que j'ai, c'est les descendants de la personne qui a piqué le truc, qui ont fait le procès. Voilà, c'est ça. Alors, donc il y a Antonio Meucci qui est un Italien qui a découvert le téléphone avant le téléphone. Il a appelé ça le télétrofono. Et il s'est fait chourer. Il s'est fait chourer, il n'avait pas assez de soupe, donc en fait, il n'a pas pu prolonger son brevet. Alors, c'est pas un brevet, c'est ce qu'ils appellent un espèce de pré-brevet. Il n'a pas pu le prolonger, il n'y avait que $10 à mettre, et on ne sait pas pourquoi. Il les avait pendant plusieurs années, puis à un moment, il ne les a pas mis. Donc, il a perdu, et il a fait un procès après, plus tard, là-dessus. Avec Bell, alors je ne sais plus comment ça s'est fini, il a perdu. Hein. De toute façon, il n'avait pas rempli les bons papiers. Et donc l'autre histoire, c'est ça, c'est la personne qui a piqué, c'est l'histoire de Marthe Gauthier, qui est morte l'année dernière, qui a découvert la trisomie 21, qui a découvert la cause de la trisomie 21. Et en fait, elle a observé ça dans une lame comme ça, elle observe les chromosomes, elle se rend compte qu'il y a un chromosome supplémentaire, et elle n'avait pas le meilleur des microscopes du monde, donc elle demande à un collègue, qui s'appelle Jérôme Lejeune, de l'observer. Il dit très bien, pas de problème, je vais te rendre service. Et en fait, il présente ça comme à lui, quelques temps plus tard. Ça, c'est un des cas qui sont les mieux documentés. On sait que oui, ça a été piqué. Genre vraiment, il a pris la lame, il l'a récupérée. Et elle n'a pas osé trop la ramener, elle n'en a pas trop parlé. Et les descendants de ce Jérôme Lejeune, maintenant, font plus trop, mais ont tendance à attaquer les personnes qui parlent de cette histoire-là. Il y a Libération, je crois, qui s'était fait attaquer, je ne suis pas sûre. Elle, en tout cas, elle avait fait une conférence en 2014 et ils étaient intervenus pour faire interdire la conférence, tout ça, parce qu'ils avaient peur qu'elle en parle. Ils ne voulaient pas qu'elle salisse la réputation de leur ancêtre, parce qu'en fait, ils sont en train d'essayer de le faire canoniser. Il était très, 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 très catho. D'ailleurs, il a été très embêté parce que sa découverte de la trisomie 21, ça a permis les interruptions médicales de grossesse. Et ça, il était contre. Donc, manque de bol. Et donc, donc ça a créé la fondation Jérôme Lejeune, qui est par ses descendants. Et j'ai vu encore là des affiches dans Paris, il n'y a pas si longtemps, des affiches on voit une personne trisomique, avec marqué à côté « J'ai aussi le droit de vivre ». Et quand on connaît, sachant qu'ils sont des grands militants anti-avortement, voilà, c'est pas... Et donc, ils ont une tendance au procès facile. Et je crois que le pape, là, il a déclaré que le mec était vénérable. Ils ont fait beaucoup de lobbying, il y a eu beaucoup de sous échangés quand même. Il a déclaré vénérable, et maintenant, il n'y a plus besoin que de prouver qu'il a fait un miracle. Si on prouve que Jérôme Lejeune a fait un miracle pendant sa vie, il sera canonisé. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de miracle. Donc j'ai ça en procès surtout. J'en ai pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup que je connais pas, je sais pas. Mais moi, j'ai surtout vu cela. Oui, là, c'est vraiment des procès juridiques, mais il y a même des instances, des instances universitaires qui règlent ça ou des choses. Même après, il y a plutôt des questions de
de patriotisme. Par exemple, Meucci qui est italien, l'Italie, elle fait pas mal de lobbying pour qu'on reconnaisse bien que ce soit lui qui l'ait découvert en premier, parce que voilà. Donc ça, il y a plus ça, entre pays, de reconnaître que... ou des gens qui tiennent pour l'un ou l'autre. Quand j'avais fait, il y a aussi Élie Chagret, qui a aussi inventé le téléphone, après. Où là, il y a un peu débat, il y a des camps. Je sais qu'en France, on est plutôt pro Élie Chagret. Si on regarde la page Wikipédia sur l'invention du téléphone, anglais et français, on n'a pas la même version. Anglais, ils sont plutôt pro-Bell, et français, ils sont plutôt pro-Grey. Et ça, c'est bien à savoir. Et quand on check, vraiment, on voit le truc qui change. C'est assez marrant quand on change de langue. C'est un truc important à savoir. Et du coup, quand on lit des papiers, il faut toujours regarder, pour ce genre de mec, qui parle. C'est comme l'histoire de l'étudiant qui avait découvert un truc, et puis son chef de labo qui peut-être en aurait le mérite. À ce moment-là, c'est bien intéressant de regarder le nom de la personne qui en parle et pour qui elle tient. Pareil pour la personne qui a découvert, que je vous montrais tout à l'heure, qui a découvert l'effet de serre, ouais. L'effet de serre, en fait, il y a un gars qui a découvert la même chose 3 ans après. Donc elle était américaine, et il y a un Irlandais qui découvre ça 3 ans après, et le grand débat, c'est est-ce qu'il a copié. Et là, c'est pas la même chose. Selon les historiens, ils ont vraiment pas la même version. Ils ont des arguments un peu bizarres des fois. Parce que donc ce gars-là, il bossait pour un journal, il republiait beaucoup d'articles américains. Et donc, on sait que son journal a republié, donc c'est lui qui relisait les trucs. Son journal a republié l'article juste en face de celui de la meuf, mais pas celui de la nana. Et par contre, il a fait la même découverte peu après. Donc a priori, il a dû le lire, et on ne sait pas pourquoi, il n'a pas voulu le republier, il a ressorti la même découverte. Et il y a débat. Il y en a qui disent non, il était trop sexiste, il ne l'aurait pas lu. Donc il ne peut pas avoir copié. Donc c'est une défense un petit peu bizarre de dire il n'a pas copié parce qu'il n'a pas lu l'article, parce qu'il n'aurait pas lu l'article d'une femme, donc il n'a pas copié. Il y a d'autres arguments en disant lui, quand il a fait ses expériences, il n'a pas commencé... s'il avait lu son papier, il aurait commencé par des expériences un peu différemment. Et donc bon, ça c'est vraiment un truc que j'ai pas réussi à le résoudre, parce qu'en 4 week-ends, je vais pas résoudre ça. Donc j'ai mis les 2 versions. Et j'ai noté après dans les notes, j'en ai parlé, et j'ai mis, il y a tel historien qui tienne pour un tels historiens qui tiennent pour l'autre. Il y a des équipes comme ça. Et notamment, les biographes qui s'occupent du mec, quand on leur pose la question, ils vont dire « Non, il n'a pas copié ». Parce que j'imagine qu'on s'attache quand même, quand on fait une biographie sur quelqu'un, on s'attache à la personne, quoi. Voilà. Justement, après, moi, ça me refait penser encore à cette histoire de sexisme. Là, c'est aussi... la personne elle dit trop sexiste pour lire le truc. Et aussi, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ton ouvrage, c'est comment la vision de l'informatique a changé, en fait. Oui. Avant, l'informatique, c'était considéré comme nul, et puis depuis que récemment, c'est considéré comme cool. Alors, et pourquoi ? Alors ça, il y a une dame qui s'appelle Isabelle Collet, qui en a pas mal parlé, qui est une Suisse, je ne sais plus dans quelle université, Genève, je crois, qui en a pas mal parlé. En fait, au départ de l'informatique, c'était vu comme du secrétariat. On considérait que la partie, parce qu'il y avait une partie mécanique à l'informatique, du coup, ça c'était un truc de mec, et que la partie programmation, ça ressemblait quand même beaucoup à du secrétariat, donc c'était un truc de femme. Et puis quand on s'est rendu compte que ça devenait vraiment très 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 important, c'est devenu un truc de gars. Et maintenant, le cliché du quelqu'un qui programme, ça va être un jeune geek. Mais au départ, c'était vraiment un truc de femme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est resté comme ça dans d'autres pays. Par exemple, en Inde. En Inde, la majorité des informaticiennes sont des femmes. Donc ça, c'est pratique comme argument pour dire que c'est pas biologique, par exemple. D'ailleurs, il n'y a pas de raison que l'informatique soit biologique, mais pour les gens qui parleraient de ça, on voit que, non, visiblement, on a vu ça comme un truc de meuf. Selon les époques, selon les pays, il y a plus de femmes qui le font, ou une majorité de mecs au contraire, et que donc c'est pas biologique, c'est vraiment une question de perception. Et en Inde, je crois que la justification, que c'est un travail qui se fait chez soi, ça reste quelque chose qui n'est pas vers l'extérieur, bon, ça va, c'est un boulot, donc c'est un boulot que les femmes peuvent faire, et en même temps, ils ont des besoins quand même en termes d'informatique. Donc c'est perçu comme féminin. Et on voit le truc un petit peu évoluer. Et donc, au tout départ, moi j'en ai fait une qui s'appelle Betty Holberton, qui a travaillé sur les tout premiers ordinateurs, qui s'appelaient l'ENIAC et l'UNIVAC. Et donc, c'était que des femmes. En fait, c'est des équipes, vraiment la team ENIAC, et c'était que des femmes qui travaillaient là-dessus. Et ensuite, quand on voit un peu à la NASA, par exemple, dans les débuts, il y a Margaret Hamilton, qui était une programmeuse aussi. Il y a pas mal de femmes dans la programmation au départ. Et ça, moi, ça m'a beaucoup changé ma perception de l'informatique, parce que j'avais la perception de maintenant qui est, c'est pour un gars... Enfin,
C'est pas fait exprès, bien sûr. Je me disais, bah non, les femmes, elles peuvent aussi, bien sûr, mais c'est inconscient un petit peu. Et maintenant que j'ai vu pas mal d'exemples de femmes en informatique, et que je me rends bien compte qu'à une période, j'ai que des noms de femmes de toute façon, ça change un petit peu la perception. On se met à voir ça comme un truc de meuf aussi. Il n'y a pas de raison, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour voir que ça dépend des époques et que ça dépend des lieux. C'est ça, c'est la perception de est-ce que c'est cool ou pas. Maintenant, on voit ça aussi en médecine, selon les spécialités. Quand une spécialité se féminise, souvent, elle se met à devenir moins cool. Enfin, dans l'idée, on trouve ça... Enfin, ça devient une perception moins... comment dire ? C'est moins grandiose, quoi. Quand ça commence à beaucoup se féminiser. Je sais que ça avait été étudié dans les sports extrêmes aussi. Quand les femmes se mettent à investir un sport extrême, tout d'un coup, il y a le même sport, mais en plus extrême, qui est inventé. Il y a un nouveau club qui se crée avec que des mecs. Et en fait, comme ça, les femmes, elles font la version moins extrême, mais les gars, ils vont pas rester. Enfin, ils observent ce phénomène-là où les mecs se mettent à déserter. S'il se met à avoir beaucoup de femmes dans un truc, ils perçoivent ça comme tout d'un coup, c'est plus assez classe. Et donc, ils montent. Et on voit ça dans les spécialités en médecine, ça se féminise beaucoup, mais ça dépend beaucoup des spécialités. La cardiologie, c'est encore beaucoup un truc de mec, par exemple. La neuro aussi, je crois. Quand c'est un peu les organes nobles, la chirurgie, c'est une catastrophe. Voilà, et on imagine que si ça se féminise, des fois les perceptions changent et on se met à trouver ça moins classe. Donc ça marche dans les deux sens. Les femmes vont dans les trucs nuls et s'il y a des femmes, ça devient nul. C'est triste. Alors moi j'ai encore 2 questions et puis après vous pourrez vous lancer. Alors moi elle est peut-être un peu chiante cette question, mais en quoi ta BD montre que la neutralité de la science c'est un mythe ? Pourquoi ce mythe est tenace et comment lutter contre ? Alors, ça dépend ce que tu appelles neutre. Souvent on dit t'as toujours c'est scientifique, c'est forcément vrai ou... Ouais, mais on parle des connaissances ou on parle de... La production. Du résultat ou de la façon dont c'est fait ? La façon dont c'est fait. La façon dont c'est fait. Parce que moi, par exemple, le résultat... Ça entraîne un résultat, mais... Ouais, alors je sais qu'il y a des choses qui montrent ça. Moi, dans ma BD, le résultat est le même. En fait, c'est une question de timing. C'est-à-dire que ce que ça montre, c'est que selon qui tu es, quel caractère tu as, et si t'es une femme ou un homme, tout ça, et si t'es riche ou pauvre, si tu le découvres, ça sera éventuellement pas cru ou ce sera pas mis en valeur. Mais en fait, c'est juste une question de timing. Quelqu'un fera la même découverte plus tard. La science produite est la même. C'est juste, ça arrive plus tôt, ça arrive plus tard. Donc ça le montre pas. Par contre, ça montre que, effectivement, les gens qui le font sont pas neutres. Que quand tu établis des théories, je pense à Nettie Stevens et son histoire de comment le sexe se définit, on voit vite que c'est pas neutre du tout, les théories qu'ils avaient à l'époque. Ça dépend des perceptions qu'ils ont des femmes et des hommes. Oui, du coup, ils estiment que c'est beaucoup décidé par les femmes parce que ça permet des trucs en termes de mariage et de changement de femme, quoi. On voit ça. Par contre, on voit que c'est produit vraiment par des personnes avec des personnalités très précises et des fois assez marquées. Ça enlève la neutralité du homme d'âge moyen, blanc, en blouse blanche, quoi. Ça enlève cette neutralité-là. Ça montre aussi quand il y a des conflits en termes de... justement, qui est la première personne à l'avoir découvert, mais c'est plus des conflits entre historiens. Je trouve que ça montre qu'il n'y a pas de neutralité dans la production, mais par contre dans le résultat, c'est pas dans ce bouquin-là qu'on va voir la différence. C'est vraiment la même découverte, juste pas au même moment. Il n'y a pas une énorme différence dans le résultat ou dans l'usage qu'on en fait après. D'accord. Ouais. Et dans ce cas-là, pour finir, c'est quoi tes projets pour le tome 2 ? Et est-ce que ça va concerner un peu les sciences humaines ? Parce que là, c'est que des sciences dures. Sciences dures. Et est-ce que tu as des idées pour les sciences humaines ? Sinon, pourquoi tu ne vas pas développer ça là-dessus ? Et est-ce que tu vas t'intéresser aussi à des scientifiques oubliés, mais plutôt non occidentaux ? Ouais, alors c'est ça. J'ai que des occidentaux. J'ai une sino-américaine. Et après, sinon, c'est que des occidentaux. Ça m'embête beaucoup, mais en fait, j'ai pas... déjà, c'est dur de trouver des scientifiques oubliés. Occidentaux. Alors, j'ai pas les connaissances pour trouver... Déjà, je connais mal les sciences, par exemple, au Moyen-Orient. Je les connais pas assez pour distinguer entre juste un scientifique que je connais pas et un scientifique qui est oublié, sans compter la barrière de la langue. Donc, j'avais lancé un appel, j'étais passée sur RFI pour parler de ma BD et j'avais profité. J'avais lancé un petit appel aux auditeurs pour dire, en fait, si vous connaissez des scientifiques oubliés, juste pas occidentaux, ça m'intéresse. Genre vraiment, j'appelais à m'écrire genre sur mon Instagram ou quoi, pour dire, parce que j'en ai marre d'être que là-dedans. Je pourrais faire les recherches une fois que j'aurai le nom, mais par contre, pour juste trouver la personne et savoir si on peut considérer qu'il est oublié ou pas, j'aurais besoin d'aide. Donc il y a ce truc-là, j'aimerais bien changer ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore résolu le problème. Le tome 2, en fait, les chroniques, elles continuent à sortir dans Science et Vie Junior, donc je continue de faire d'une page par mois. Donc de toute façon, dans 3 ans, il y aura suffisamment pour faire un tome 2. En plus, il y a des trucs rigolos. Il y aura un statisticien qui faisait de la bière, c'était marrant. Et puis il y a la meuf qui jetait des crayons à la tête de son chef, là, ça va être dans le prochain. C'était une océanographe qui est vachement bien.
Donc il y aura ça. Les sciences humaines, bah alors je vais pas m'y pencher parce que j'ai pas de formation. Là je peux parce que j'ai une formation en sciences, je peux distinguer un petit peu et je sais où aller chercher. Et puis j'ai une petite notion de qu'est-ce qui est oublié, pas oublié. Si j'entends un nom et je peux me dire vraiment j'en ai jamais entendu parler, je demande à des potes qui sont dans le métier, ils n'ont jamais entendu parler, je peux dire que la personne est oubliée, quoi. En sciences humaines, bah c'est pareil, je les connais pas de base, je pourrais pas dire si la personne est oubliée ou pas. Je saurais trop mal où chercher. Donc les sciences humaines, ça me demanderait vraiment d'avoir un consultant avec moi. Qui bosse avec moi. Donc ça, c'est quand j'aurai plus de temps que 6 jours par mois pour travailler dessus. Mais pour l'instant, c'est pas au programme. J'ai suffisamment à faire avec les scientifiques oubliés, surtout qui sont bien oubliés. Enfin, je racontais, j'ai eu le problème avec la couverture. Même les scientifiques connus, ils sont pas connus déjà par le grand public. Les éditeurs, ils m'avaient demandé de représenter un scientifique connu qui est en train d'être poussé hors de l'image. Et ben j'ai dit, bah, ça va être Einstein. De toute façon, ça peut être personne d'autre parce que c'est le seul qu'on peut reconnaître de visu. Je dis, ah, Newton. Non, Newton, non. Genre avec une pomme peut-être, mais à la gueule, non. Et personne d'autre. Marie Curie, on la reconnaît si elle est avec ses fioles et tout, avec son mari derrière, mais sinon, on s'en rend pas compte. Et en fait, personne ne sait le reconnaître visuellement, à part Einstein. Donc, on est déjà embêté avec ça, donc je sais que j'ai encore pas mal de taf avec les scientifiques oubliés. Je pensais au début que j'allais j'avais galéré à en trouver. Et quand même, ça fait 5 ans que ça dure, et pour l'instant, il m'en manque pas. Puis on en trouve aussi, des fois, en trouvant un. À un moment, il raconte dans un truc qu'il y a un obscur tchèque qui a découvert ça avant lui et qui l'a menacé d'un procès, bah, ça permet d'en trouver d'autres, quoi. Donc je suis pas encore trop pauvre. Et donc la média, il va forcément avoir un tome 2. L'éditeur. Forcément, je sais pas. L'éditeur, j'essaie de lui laisser des... J'en parle là, dans ce truc-là plusieurs fois. Je dis oui, il y a tel truc qui est intéressant, mais ce sera pour le tome 2. Puis ils ont l'air plutôt motivés. Ils ont bien aimé. Là, ça a bien marché. Les journalistes, ils ont kiffé. Ça fonctionne bien. Les gens qui l'ont lu, ils l'achètent pour d'autres gens. Donc ça, c'est le meilleur truc, je pense, en critique. C'est pas juste ils ont aimé la couverture et tout, et ils ont été déçus après. Donc ça marche bien. Ça a été réédité là. Avec le commentaire du Monde et tout sur un bandeau, super chouette. Donc je pense que les éditeurs sont contents. Donc à mon avis, ça sent bon pour un 2e tome. Et puis eux, c'est pratique en fait. Les planches sont sorties dans Junior, donc ils les prennent. J'ai quand même du boulot pour mettre pas mal d'anecdotes supplémentaires et puis pour mettre les portraits, pour dessiner les portraits supplémentaires. Mais ça s'annonce plutôt bien. Je pense, j'espère. On va croiser les doigts. On va pas se porter la chkoumoun, mais ouais. D'accord. Voilà. Si tu as d'autres choses à dire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont râlé d'ailleurs, c'est pour ça, notamment les femmes quand elles se sont fait avoir, la majorité que j'ai, elles disent rien. Elles disent rien du tout. Et j'en ai qui ont vraiment râlé, j'ai l'histoire de l'étudiant, qui lui a vraiment... lui, il a fait un procès à son chef, c'est vrai. Il a fait un procès à son chef. Lui a râlé, mais ça a été très mal vu, et il n'a plus jamais retrouvé de travail. Je crois qu'il a eu une réputation pourrie après ça, parce qu'il avait râlé, et il avait réclamé son argent, l'argent du prix, il y a eu un Nobel, à son directeur de thèse. Donc il s'est tapé déjà, alors je pense déjà ça peut être un obstacle, se taper une sale réputation parce qu'on a râlé. Et il y en a beaucoup qui n'ont rien dit, effectivement, en disant que l'essentiel pour eux, notamment Marthe Gauthier, l'essentiel pour moi, c'est que j'ai découvert quelque chose d'important et que je puisse surtout continuer à faire mon travail. Donc il n'y en a pas beaucoup qui se sont rebellés. Même quand ils se sont vraiment fait voler, Jocelyne Bell, une astrophysicienne, la blague, c'est de l'appeler Jocelyne Nobel, parce qu'elle s'est fait piquer son Nobel. Elle faisait une thèse sur un truc, elle a découvert, c'était les pulsars. Elle découvre les pulsars. C'était pas son sujet de thèse, mais elle les découvre pendant. Elle demande à changer de thèse, son maître de thèse fait « Non, je vais continuer dessus, t'inquiète pas, bosse sur les casas ». Elle se marie, elle est obligée de suivre son mari, parce qu'à l'époque c'était comme ça, et le Nobel est arrivé à son chef, alors que c'est elle qui avait fait la découverte. Elle a jamais rien dit. Elle a un petit peu râlé en privé, mais c'est assez rare en fait, qu'il y ait une rébellion. En tout cas, dans ces années-là, maintenant ce serait peut-être différent. Mais dans ces années-là, oui, effectivement, c'était pas vu comme quelque chose de... J'ai plus ça avec les femmes qui disent c'est pas grave. Les inventions, c'est différent. Quand c'est des inventions, là, par contre, ça râle. Quand c'est les inventions, là, ils sont pas d'accord. Ils sont pas là juste pour le bien de l'humanité. Si, mais ils veulent que ce soit reconnu. Il y a la question des brevets, c'est pas tout à fait la même mentalité. Ils râlent davantage. J'ai un micro. Ça y est. Bonjour, merci pour votre conférence, elle est très intéressante. C'est gentil. Ma première question, est-ce que, en fonction bien sûr du contexte, est-ce que c'est quelque chose d'acquis ou d'inné chez l'homme, cette façon de mettre de côté, disons, tout ce qui a trait à ce que les femmes ou les noirs, c'est un certain racisme, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce domaine-là, et notamment pour les sciences, parce que science, c'est quand même quelque chose de raisonnable, il y a une raison. Est-ce qu'il y a autre chose de vraiment de fondamental
ou c'est quelque chose qu'on traîne de génération en génération et que ça reste malheureusement un peu, ne serait-ce qu'avec Jacob sur le problème de l'ADN, il y avait aussi une dame qui a bien fait des travaux très intéressants, qui a poussé et même qui a trouvé vraiment des choses intéressantes pour démontrer que l'ADN est en hélice. Rosalie Franklin, elle est dedans, tout, et malheureusement, il est passé sous silence parce qu'il a décidé un an avant. Mais elle s'est vraiment fait piquer sa découverte. Elle s'est vraiment, en fait, il y avait une mauvaise ambiance de labo, et elle a un collègue qui lui a, pour le coup, c'était plus un problème de vraiment d'ambiance. Il se détestait, et donc elle s'est vraiment fait piquer, pareil, son papier avec ses photos, et il a été le vendre à la concurrence. Donc là, c'était vraiment plus une question d'ego. Pour l'inné ou l'acquis, on sait relativement que c'est de l'acquis quand même. La preuve, ça s'améliore quand même au fil des époques. Mais ça touche tout le monde, même les femmes, tout ça. Là, il y avait une étude aux États-Unis où ils avaient montré à 120 chercheurs les CV d'hommes et de femmes, chercheurs. C'était le même CV, en fait. Enfin, ils leur montraient à chacun un CV. Et ils devaient noter à quel point ils trouvaient la personne compétente, à quel point ils l'accompagneraient dans ses recherches et combien ils le payeraient. Et ils se sont rendus compte que statistiquement, c'était le même CV à chaque fois, les femmes étaient systématiquement notées, le CV était noté moins bien, moins intelligent, et ils jugeaient qu'il lui donnerait moins d'argent et qu'il l'accompagnerait moins. Alors que c'était juste sur une histoire de prénom. Et c'était le même CV. Et ces mecs-là, je pense, étaient persuadés de ne pas être sexistes. C'est juste que on grandit avec des représentations. Je ne sais plus, ils s'étaient rendus compte que dans les manuels scolaires, il y a 3% de femmes. Bon, au bout d'un moment, le cerveau, il croit que ce qu'il voit. Même si on lui dit, si on dit à une petite fille, tu feras tout ce que tu veux dans ta vie, on lui montre que des hommes. Moi, j'ai été jusqu'au master avec que Marie Curie quand même, en femme. Jusqu'au master. Plus de 10 ans d'études en tout, si on parle de la primaire, c'est hallucinant. Donc, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis ? Déjà, vu comment on les représente pas, ce serait déjà un miracle qu'on les discrimine pas, parce que vu à quel point c'est pas représenté et que c'est les exemples qui fonctionnent. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la BD aussi. Rien que moi, ma perception à moi, je l'ai vu changer beaucoup. J'avais beau être persuadée que oui, on peut faire tout ce qu'on veut, une femme, ça fait une très bonne informaticienne, il n'y a pas de raison. Maintenant, c'est beaucoup plus ancré parce que j'ai vu une masse de femmes. Et pareil, pour moi, maintenant, l'astrophysique, c'est un truc de meuf. Parce que j'ai vu plein d'astrophysiciennes. Donc déjà, à une simple échelle, ça change. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'espoir. Je pense que c'est une question que le cerveau croit que ce qu'il voit et qu'on ne peut pas juste dire les choses. On ne peut pas juste dire les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, il ne faut pas discriminer, c'est pas bien. Ça ne va pas marcher. Il faut représenter les choses. Montrer des femmes chefs de labo, montrer des femmes avec des brevets, avec des inventions, tout ça, même dans les œuvres de fiction. Je crois qu'ils s'étaient rendu compte que dans les œuvres de fiction, c'était 14%, je ne suis plus sûre de moi, mais 14% de femmes représentées en sciences. Donc bon, le cerveau se fait ses images, quoi. Et quand il pense grand professeur, quand il pense grand inventeur, génie, tout ça, ce qui apparaît, ce n'est pas une image de femme. Donc je pense que c'est acquis et je pense que c'est arrangeable. Mais... C'est attaquer la structure. De toute façon, oui. Ma dernière question, est-ce que vraiment cet esprit, disons, de discrimination a amené les femmes, en quelque sorte, de ne pas se donner aux sciences, c'est-à-dire plutôt de s'orienter vers les sciences humaines et, en quelque sorte, moins de femmes au niveau des grandes écoles polytechniques, centrales, enfin... C'est clair. Voilà. C'est clair et net. Ça se voit dans les chiffres. De toute façon, on voit bien ce qui se passe, c'est que pour les mêmes notes dans les matières scientifiques, les mecs, ils vont plus en sciences quand même, quoi. Maintenant qu'il y a beaucoup de femmes en médecine, celles qui ont des bonnes notes en sciences vont beaucoup en médecine, parce que on sait, les femmes, beaucoup sociabilisées à prendre soin, et du coup, on les met beaucoup en médecine. Rien que dans ma classe de lycée, les femmes très bonnes en sciences, elles étaient très encouragées par les profs à aller en médecine. Et les gars, c'était devenu vraiment des poulains. Et ils avaient des examens à part. Les profs leur donnaient des examens différents pour aller à l'ENS, par exemple. C'était pas volontaire dans leur tête. Ils n'étaient pas en train de se dire les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités. Et c'est pas fait exprès. Pareil, je crois qu'on avait montré que dans les cours de maths, les profs interrogent 30% de fois moins les femmes, genre pour quelqu'un qui lève la main. S'il y a des garçons et des filles, ils vont spontanément plus interroger les garçons, parce que c'est des perceptions. Et puis il y a des trucs plus évidents. Pendant ma licence, il y a une prof femme qui nous a dit en toute bonne foi, alors là on devait faire un truc où il faut faire tourner les molécules dans sa tête pour déterminer l'énantiomérie, bref.
Et elle a dit « Ah, les filles, vous allez moins bien y arriver parce que les femmes, ça voit moins bien dans l'espace, mais c'est pas grave. » Et elle nous a dit ça en toute bonne foi, elle voyait pas le problème. Pour elle, c'était quelque chose de vrai. Et forcément, si elle le dit, fatalement, les personnes qui le font, ça pareil, c'est un truc qui avait été mesuré. Si on dit à des groupes, si on dit rien et on fait faire des exercices à des femmes et des hommes, ils ont le même résultat. Et si on dit les femmes vont moins bien y arriver, elles vont moins bien y arriver. Et là, c'est pareil. Et c'était il y a pas longtemps, c'était pendant ma licence, c'était une licence de bio. Elle était chimiste, bon, ça allait. Elle avait fait de la recherche quand même, c'était pas quelqu'un... Donc c'est quelque chose qui est très très ancré et elle voyait pas le problème. Donc s'il y a encore des gens qui peuvent dire ça sans aucun souci en licence, il faut imaginer les gens qui croient être parfaitement égalitaires, même moi sûrement. Hein. Là j'avais fait des interventions devant des classes, j'ai dû faire gaffe à interroger autant les garçons que les filles. Les garçons ils sont plus au milieu, ils bougent quand même plus, tout ça, et puis sans faire exprès, j'imagine qu'il y a un biais. C'est des trucs qu'il faut des fois corriger consciemment, parce qu'on se rend bien compte que même quand on a les meilleures intentions du monde, on va pas nettoyer le fait que ça fait 20 ans qu'on a que Marie Curie, et qu'en plus sa science ça l'a tué. Donc le cerveau il a compris que c'était mauvais. Donc il faut se forcer un peu. Ouais. Ouais. Oui, d'accord. Oui. Donc, vous parlez du syndrome de l'imposteur à un moment donné, mais pour les femmes, la barrière, en fait, elle est très mince par moment entre le fait de se faire piquer son idée et puis de ne pas râler, ou de s'auto-saboter soi-même parce qu'on intègre quelque chose qui est de l'ordre de de toute façon, j'en suis pas capable, ou ça n'en vaut pas la peine, comment vous voyez les choses par rapport à ce que, à toutes les recherches que vous avez faites Alors, quand j'ai des écrits de ces femmes-là, on voit vite qu'elles n'ont pas trop de syndrome de l'imposture. Enfin, c'est pas forcément leur problème. Leur problème, c'est vraiment de se faire voler des trucs. Mais c'est vraiment des énormes tronches et elles n'en doutent pas forcément trop. Donc ça, en tout cas chez celles qui y ont arrivé, parce qu'en fait, on est en train d'interroger les mauvaises personnes. Il faudrait vraiment imaginer celles qui n'ont même pas pu finir leur carrière. Si on voulait s'intéresser au syndrome de l'imposture, c'est pas les oubliés qui ont découvert des trucs qu'il faut étudier. C'est celles qui n'ont pas pu arriver au bout. Et si on s'intéressait vraiment au sexisme et aux obstacles, c'est là qu'il faut regarder. Celles qui ne sont pas arrivées au bout, c'est Vera Rubin aussi qui disait ça. Elle était interrogée là-dessus. La question c'était, est-ce que vous pensez qu'être une femme a changé quelque chose dans votre carrière ? Et elle disait, oui, mais forcément vous posez la question à la mauvaise personne. Forcément, nous on va vous répondre, oui, mais quels qu'aient été les obstacles, on les a surmontés. Mais parce que ça veut dire qu'on avait des obstacles moins gros. Celles qui ont eu des gros obstacles, elles sont derrière, elles n'ont pas terminé. Mais pour l'histoire du syndrome de l'imposture, je sais que pour l'instant, c'est beaucoup plus constaté chez les femmes. On ne parle pas de science, on parle en général. Du coup, en général, on parle maintenant plutôt de syndrome de l'imposture pour pas le mettre au masculin. Parce qu'on dit syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui est quand même plus présent chez les femmes, c'est idiot. Donc on dit syndrome de l'imposture. Et ça se voit quand même assez facilement. Mais je crois qu'ils avaient quand même observé ça, c'est ça. Chez la question des lycéennes qui avaient d'aussi bonnes notes en maths et qui quand même n'allaient pas en maths, on pouvait considérer que c'était quelque chose dans ce goût-là. Après, il ne faut pas oublier le poids des parents. Dans une étude là, dont j'ai plus le nom, il s'était rendu compte que les parents surestimaient énormément l'importance des maths quand on fait des carrières scientifiques. Et que du coup, sans faire exprès, ils avaient tendance à surexagérer auprès de leurs filles. Attention, les maths, tout ça, et résultat, leur faire un peu peur. Et en dédicace, j'avais une maman comme ça, il n'y a pas longtemps, qui était venue, puis j'avais demandé, je demande quand je dédicace, est-ce que la personne a une science préférée ou quoi, pour choisir une personne à dessiner. Elle dit, les maths, elle adore les maths, tout ça, ok. Et Diapa, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire médecine. Ah bon ? Elle voudrait pas faire de la recherche en maths. J'ai un pote qui fait de la recherche en maths, et c'est quelqu'un de parfaitement heureux. Et la mère avait dit, non, mais vous savez, les maths, c'est difficile. Ouais, mais votre fille, vous venez de dire qu'elle était très très forte en maths. Oui, mais bon, c'est quand même très très difficile. Et on voyait que c'était pas ce que disait la fille, on disait que c'était elle qui était, oh là là, les maths. Et je crois qu'il y avait aussi le fait que je dévie un peu, mais que les instituteurs souvent ont des formations littéraires, n'ont pas des formations scientifiques et eux-mêmes ont un peu peur des maths. Et les élèves sentent quand on a peur, c'est comme les chiens, ils savent. Et ils sentent quand on a peur, et notamment les profs femmes qui elles-mêmes forcément ont eu tendance à moins se former parce que les biais, parce que tatin, se retrouvent à avoir plus peur des maths. Et donc dès la primaire, les profs, les institutrices qui sont plutôt des femmes, parce que c'est des institutrices, ont des fois une petite flip au niveau des maths. Donc ça, c'est un problème récurrent. Mais oui, pour le syndrome de l'imposteur, effectivement, c'est plutôt un truc de femme. Donc je sais qu'en général, maintenant, j'essaie de dire syndrome de l'imposture. Là, je parlais d'un gars, alors j'ai dit imposteur, mais quand on parle en général, je dis syndrome de l'imposture. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. En tout cas, chez mes oubliés à moi, femmes, je ne l'ai pas trop repéré. Juste Wallace, qui l'avait vraiment beaucoup. Et après, non, ils ont plutôt des égos solides. Bonjour. Bonjour. Merci, je suis heureuse de vous voir. Merci, c'est gentil.
toute jolie, mais même Ah. pas, parce que j'ai l'habitude de voir votre nom dans Ciné Mensuel. Tiens, une lectrice de ciné mensuel. Bonjour. Voilà. Alors moi, sur les causes extérieures, vous avez parlé de différences hiérarchiques. Et la question des classes sociales. Oui. Parce que dans un laboratoire, étudiant laboratoire, aujourd'hui, ou en tout cas à mon époque, on pouvait faire des études. Mais après, dans le laboratoire et parmi les étudiants et étudiantes, l'origine sociale des parents. Est-ce que vous avez, donc parce que tout à l'heure vous avez parlé de riches et pauvres. Oui. Donc est-ce que parmi les causes extérieures d'oubli, il y a une problématique de classe sociale, peut-être en lien aussi avec une cause interne qui est le manque de confiance en soi. Oui. Alors pour les classes sociales, ça arrive assez peu chez mes oubliés, tout simplement parce que c'est des époques où, si on n'est pas de la bonne classe sociale, on ne fait pas d'études du tout. Donc forcément, on ne les trouve même pas dans les oubliés et les inventeurs, parce qu'ils ont été écrémés avant. Ils sont même pas là. Les rares cas que j'ai, effectivement, Wallace, par exemple, qui avait son syndrome de l'imposteur par rapport à Darwin, en fait, il était moins riche. Darwin était vraiment d'une très bonne famille. Donc il y avait aussi ça qui jouait. L'histoire dessous, ça intervient dans les brevets. Et après, moi, classe sociale, j'ai un espèce de... l'histoire des femmes, ça a fait une espèce de reproduction de classe sociale, c'est-à-dire qu'elles ont éventuellement le droit de faire des études parce qu'elles sont de maisons hautes, mais elles sont traitées comme quelqu'un d'une classe inférieure après. Mais par contre, non, les classes sociales inférieures, moi, j'en ai pas encore trop eu, tout simplement parce qu'ils sont écrémés avant. Ils arrivent même pas jusqu'au stade de pouvoir bosser dans un labo, comme pas mal des meufs là, et ils peuvent pas se permettre d'avoir un métier non payé. Parce qu'il y en a certains, quand ils sont un peu discriminés, ils arrivent à trouver un travail de chercheur, mais ils peuvent pas être payés. Si on est d'une classe sociale inférieure, c'est niet. Donc, on ne peut pas avoir un travail non payé, donc on ne va pas travailler en labo. Donc, pour ces époques-là, je n'ai pas trop la question. Par contre, là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la méritocratie. Ouais, en disant qu'en fait, effectivement, dans les grandes écoles et puis dans les grandes études, en fait, ils ont mesuré, en fait, on fait vraiment les études de ses parents, quoi, que le système de méritocratie en France ne marche pas. Il y a un rapport qui vient de sortir et il y a eu un épisode de Programme B, je crois. Il y a un épisode de radio ou de podcast qui est sorti là-dessus il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était la série documentaire sur France Culture qui parle de ce rapport-là et qui explique qu'effectivement, on peut arriver jusqu'aux plus hautes sphères aussi facilement grâce aux bourses et tout ça. C'est du pipeau. Donc moi, j'ai pas dans mes oubliés tellement il y a de discrimination là-dessus qu'ils n'arrivent même pas à ce stade-là. Mais je sais qu'il y a l'étude qui est sortie là qui est assez intéressante. Mais oui, peut-être dans les périodes plus tardives. Il faudrait que je m'intéresse à des périodes beaucoup plus récentes. Moi, pour l'instant, j'essaie d'aller, si possible, le plus ancien, parce qu'en fait, j'en ai vraiment beaucoup des mêmes périodes. Alors, j'aimerais bien aller encore avant. Mais avant, ça devient vite des histoires de rumeurs. Ça devient presque plus de la légende urbaine au bout d'une certaine période. J'ai pas les capacités en historienne pour aller chercher au-delà d'un certain siècle. T'as une médecin femme en mais justement, c'est une histoire. Bon, puis il y en a une qui aurait écrit des papiers, mais en fait, on se rend compte que peut-être c'était des groupes de gars qui avaient pris un pseudonyme. On n'est pas sûr. Peut-être c'était plusieurs nanas, plusieurs gars, un gars ou une femme, on ne sait pas. Donc, au-delà d'un certain siècle, j'ai du mal. Mais si je faisais plus contemporain, l'ennui, c'est quand c'est contemporain, ils sont encore vivants. Et quand ils sont encore vivants, il faut leur autorisation pour en parler. Donc, j'ai pu, avec Jocelyn Bell, bon, elle est américaine, je me suis dit, elle va pas la lire, c'est en anglais, tout ça. Et puis, je me suis basée beaucoup sur des conférences qu'elle a fait, donc ça va. Ce serait intéressant de faire des trucs maintenant, mais à ce moment-là, sur des contemporains. Donc, ce serait un autre travail parce qu'il faudrait bosser avec la personne à ce moment-là. Oui, mais c'est aussi intéressant à faire. Faudrait voir, parce qu'il y a des journalistes qui m'ont demandé, mais ça arrive encore maintenant, les gens qui se font piquer des trucs par leur chef ? Oh, vous êtes trop mignon, monsieur. Oh, c'est trop chou. Et le sexisme dans les labos, ça existe encore ? Moi. Comment vous dire ? Donc bon, je sais qu'il y a encore une naïveté, enfin il y a une naïveté en tout cas des journalistes sur ce qui se passe dans les labos, ils pensent que tout ça c'est fini. J'imagine qu'ils doivent s'attendre à ce qu'en termes de classe sociale ce soit pareil. Donc il y aurait vraiment quelque chose à faire sur les trucs modernes maintenant, sur les gens qui se font piquer récemment. Il faut être prêt à s'exposer à des petits procès quand même, mais c'est un peu plus risqué, mais on aurait les personnes. En dédicace, il y en a qui m'en ont parlé. Il y en a qui m'ont raconté pendant leur thèse ce qui s'est passé. Il y en a un, il a mesuré des bourgeons sur des arbres pendant des siècles, et puis il est parti faire autre chose, et puis quand le papier est sorti, son nom n'était pas dedans, des trucs classiques. Oui, oui, j'en ai un, là, sur la découverte de l'insuline, enfin sur la synthèse de l'insuline, j'ai un petit peu le cas là dans la BD. Il y a deux...
en gros deux gars, puis leurs étudiants. Et en fait, ils finissent par pas s'entendre. Et en fait, ça va créer des problèmes dans le labo, et chacun a son étudiant, et ça va se répercuter sur les étudiants, parce que c'est les poulains de chacun, tout ça. Et puis, alors finalement, ça va leur être un peu bénéfique aux étudiants, parce que chacun va partager l'argent du prêt avec son étudiant, parce qu'il y en a un qui le fait, puis l'autre décide de l'imiter pour pas avoir l'air d'être plus nul, enfin bref. Et c'est un gros conflit d'ego. Elle était assez intéressante, cette partie-là. Comment ça a failli faire complètement capoter la découverte, juste parce qu'il y a deux mandarins qui s'entendent pas, et puis leurs étudiants qui font le gros du boulot derrière et qui... Puis en plus, faut savoir que dans les universités, les pseudo-cas de méritocratie qui peuvent avoir lieu, ça va être de plus en plus réduit parce qu'il y a de moins en moins de postes. Donc résultat, si on ne connaît pas la bonne personne et si on ne réseaute pas bien, les fenêtres de tir vont encore se réduire parce qu'il y a moins de personnes à qui s'adresser en fait pour donner des avis différents, quoi. Bonjour, pour revenir sur la question des racisés dans la science notamment, c'est un peu compliqué à structurer comme question. Dans un premier temps, tout à l'heure tu disais que les femmes étaient 30% de moins interrogées sur les questions mathématiques, approximativement. Oui, c'était les petites filles. Elles ont 30% de moins de chances d'être interrogées dans une classe si elles lèvent la main, si c'est un cours de mathématiques. Est-ce que l'estimation en pourcentage existe aussi chez les racisés et du coup chez les filles racisées ? Ça, je sais pas. Je sais pas si l'étude a été menée. Moi, j'ai eu accès à beaucoup d'études sur les femmes, donc ça, j'ai ces chiffres-là. Sur les racisés, j'en ai beaucoup moins. À mon avis, ça va être pareil. Je pense que sans trop m'avancer, il n'y a pas de raison qu'on trouve quelque chose de différent. Jusque-là, ces discriminations-là se sont pas mal ressemblées. Il n'y a pas de raison que là, ça change. Faudrait peut-être étudier plutôt ce qui se passe aux États-Unis, peut-être. Mais j'ai pas les chiffres sur cela, non. Et vous avez vu, j'en ai moins d'ailleurs. Des scientifiques racisés, j'en ai moins. Je sais pas, j'ai du mal à en trouver. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus oubliés. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas les bons canaux. Est-ce qu'ils étaient vraiment trop rares à une période ? J'en ai du coup qui sont américains. En France, là, pour l'instant, j'en ai pas. Il faudrait qu'ils soient vraiment plus récents. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien vraiment arranger. Le côté des racisés que j'ai vraiment peu abordé pour l'instant. J'en ai trouvé peu. Donc, fatalement, je m'y suis moins intéressée. Et j'aimerais bien en trouver plus. Je sais qu'il existe un livre sur la question, en tout cas chez les inventeurs noirs, effacés de l'histoire. Après, j'ai pas les références. Je crois que je l'avais trouvé. Alors, j'avais pas réussi à l'obtenir, mais j'avais trouvé la référence. Il y en avait un qui avait inventé le masque à gaz. Mais des fois, c'était des trucs un peu... Il y avait le masque à gaz, il y avait l'ampoule électrique. Ils sont dans ma liste. Ouais, l'ascenseur. Ils sont dans ma liste. Ouais. Ils y sont. Il y en avait, je sais que j'avais dû éliminer parce que... je ne sais plus pourquoi. Parce que c'était vraiment des trucs assez minimes qui se seraient pas justifiés. J'aurais pas été mettre une femme ou un homme avec ça. Mais je sais que par exemple, le masque à gaz, l'ampoule et du coup l'ascenseur, je pense qu'ils sont sur ma liste. J'avais trouvé le bouquin. Mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sources. Même ce bouquin-là, j'avais du mal à trouver d'autres choses. Et moi, je me base pas sur une source unique. J'essaie de trouver plusieurs trucs. Je pense que j'ai pas les bons encore... j'ai pas encore trouvé les bons canaux. Mais normalement, c'est dans les tuyaux, ils sont dans ma liste. Ils sont tellement peu que j'essaie de les répartir de façon pour que ça arrive de façon un peu régulière, quoi, de temps en temps. C'est sûr que c'est un domaine où s'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, oui. On ne peut pas avoir... oui, s'il n'y a pas beaucoup d'historiens qui sont intéressés, moi, je pourrais, si j'avais du temps et des financements pour faire ça. Mais c'est pas le cas, j'ai vraiment 6 jours par mois. Donc en 6 jours par mois, je suis obligée d'avoir un travail qui est un peu prémâché par des historiens quand même. L'un des rares où j'ai vraiment pu avoir le truc le plus à la source possible, c'est le mec qui écrivait sur les cartes à jouer, parce que je connais le chercheur qui a directement étudié ce gars-là. Donc là, pour le coup, il m'a filé tout ce qu'il faut, et lui, il a vraiment fait les recherches au large, il a vraiment été dans les bibliothèques, il a consulté les 35 000 cartes à jouer du gars, donc ça va. Mais j'ai besoin que les recherches aient été faites un peu avant, et ça, j'ai trop peu de choses. J'aimerais vraiment plus bosser là-dessus. Faudrait que je me mette plus en contact avec des assos pour ces trucs-là. Mais je trouve qu'il y a une grosse faiblesse dans ma BD là-dessus. Je sais que moi, je suis plutôt dans... Ma spécialité, c'est la musique et l'écriture. Et dans le jargon, ce qu'on appelle aujourd'hui les ghostwriters, qui écrivent pour d'autres personnes sans signer le texte, on les appelait... Oui, les nègres. Profs, on les appelait les nègres. Oui, comme avec les bouquins, ouais. Ils nous disent ce terme-là. On leur apprend ghostwriter. Ouais. Moi, on disait nègre encore. Bon. Et du coup, quelle serait éventuellement leur place dans la science, du coup ? Parce que moi, je connais le côté littérature plutôt, mais pas... Je suppose, du coup, que ça existait dans la science. Alors, je ne sais pas si ce serait tout à fait la même chose, parce que là, c'est quand c'est un peu volontaire... Enfin, ça a dû arriver, mais en science, c'est plus compliqué d'être discret là-dessus. Genre, s'il y a quelqu'un qui fait tout à ta place, et qu'en fait, c'est un arrangement entre vous, vraiment complètement, c'est un peu plus compliqué que juste pour écrire un bouquin. Alors, ça doit exister.
Moi, pour l'instant, j'ai pas eu d'exemple où c'était vraiment un arrangement, c'est-à-dire que c'est une personne qui accepte en disant bah oui, je suis payé tant pour faire ça à votre place et c'est vous qui le publierez et c'est un arrangement. C'est pour ça, moi, c'est plutôt ou des vols où on peut considérer que tous les étudiants sont les nègres de leur maître de thèse, un petit peu, si on utilise ce terme-là, les ghostwriters de leur maître de thèse, parce que souvent, ça va être signé, le maître de thèse ou le chef de labo peut avoir une part plus ou moins importante, il aura toujours son nom dedans, dans le papier, alors qu'il peut vraiment pas avoir fait grand-chose. Ça dépend des disciplines. Ouais, ça dépend des disciplines. Moi, en tout cas, dans mes oubliés, j'en ai pas trouvé encore. J'ai pas trouvé de cas où c'était un arrangement prévu et où la personne était d'accord, où c'était genre à l'avance, vous me payez une grosse somme pour que jamais je dise que c'est moi, et en fait, je vous le fais à votre place, et vous signez de votre nom, et tout le monde est content. Pour l'instant, j'ai pas eu ça, en tout cas en sciences dures, dans mes oubliés. J'ai pu louper, mais... Ce serait un cas intéressant d'ailleurs, faudrait que je regarde, parce qu'il y a bien dû un moment où ça a dû arriver. Peut-être pour les inventions, mais pour l'instant, un accord comme ça, j'ai pas l'impression. Voilà, désolé. Si je peux me permettre une dernière question, c'est sur le processus qui permet de faire des études ou des recherches. J'ai un ami en musicologie qui avait voulu faire un mémoire sur la question de l'histoire du blues depuis au moins 1517 à nos jours. Ouais. Dans l'histoire qu'il nous a enseignée, le blues naît dans la fin des années 1800, donc la décennie 1890. Puis ensuite jusqu'à 1940. Et ce serait ça la naissance du blues. Et que lui, en fait, dans ses recherches, dans son travail, il a trouvé que 2 études d'historiens qui ont été faites sur le thème que lui défend, enfin sur l'idée qu'il a voulu rechercher, mais qui sont que des index pour pouvoir retrouver les manuscrits, les échanges qu'il y avait entre les maîtres d'esclaves de l'époque qui discutaient de ça. Que déjà c'est dur de trouver des références parce qu'à l'époque on n'avait pas le droit d'assimiler les noirs à des valeurs humaines et artistiques. Et lui-même n'a pas eu la possibilité de défendre son mémoire devant un jury sous prétexte qu'il n'y avait aucun prof capable d'en attester. Oui, qui connaissait, il n'y avait personne de connaisseur. En doctorat ça était possible mais en master ça l'était pas. Du coup il n'a même pas pu aller jusque là, sachant que lui-même était blanc, mais l'étude n'a pas pu être faite. Voilà, du coup ma question c'est, est-ce que même il n'y aurait pas des freins dans les études qui peuvent être faites sur ces histoires-là, même de manière inconsciente dans la manière dont la société est faite Bah, il y en a forcément. Il y en a forcément eu. Après, je ne sais pas comment ça s'est passé, s'il y en a qui ont essayé de faire des thèses dessus. Ce qui est sûr, c'est que je vois bien que entre le moment où j'ai démarré et maintenant, tout d'un coup, je me mets à avoir beaucoup d'articles en français qui en parlent. Donc, si tout d'un coup, il se met à en avoir beaucoup, c'est qu'il y avait des freins avant. Pour les thèses ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est d'en parler dans les médias, je sais que tout d'un coup, là, maintenant, je commence à avoir des articles sur Marthe Gauthier, je commence à avoir des articles... Il y a eu le film sur les figures de l'ombre, là, les mathématiciennes qui ont bossé pour la NASA, les mathématiciennes noires. Il y a eu un film qui est sorti et tout d'un coup, il y a plein d'articles dessus. Donc moi, quand je vois que tout d'un coup, ça se multiplie alors qu'avant que je trouvais rien, c'est qu'a priori, il y avait des freins avant. Après, je ne suis pas dans les rédactions pour savoir sur ce truc-là. Je connais certains freins qu'il y a dans des rédactions, mais je connais pas... je ne sais pas quelles remarques il peut y avoir sur ce genre de sujet. Je sais que ça peut être vite vu comme trop militant. Il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais est-ce que vous êtes sûr, quand vous parlez d'une femme oubliée, vous êtes sûr qu'elle a vraiment découvert un truc si important que ça, ou est-ce que vous l'exagérez pas un peu pour pouvoir parler d'une femme? Et ça, j'essaye vraiment de l'éviter, mais je sais que les gens ont ce doute-là. Donc c'est possible qu'il y ait ce genre de choses qui soient dites, oui, mais bon, enfin, qu'il y ait tout de suite cette mise en doute-là, quoi, parce que c'est une femme. Alors que si on dit, j'ai trouvé un inventeur méconnu à qui arrivait ça, il n'est pas ça. Et si c'est une femme, de dire, est-ce que c'est pas un peu trop militant et est-ce que t'es pas en train d'exagérer son apport juste pour mettre une femme quelque part dans l'invention, quoi. Bon, je peux pas en dire beaucoup plus. Voilà, merci à vous. Et puis, merci. Bonne